1er avril 1945. La plus grande attaque amphibie de la guerre du Pacifique frappe les plages d'Okinawa, sous le lieutenant-général Simon Bolivar Buckner Jr. La 10e armée américaine débarque. Des soldats du 24 Corps et des Marines du 3 Amphibious Corps, pour forcer la dernière porte avant le Japon lui-même. Caché parmi les M. Garand et les Thompson, un petit groupe porte quelque chose qui ressemble à de la science-fiction. Des carabines équipées de lunettes infrarouges qui permettent à un homme de voir dans l'obscurité totale et d'abattre ce qu'il voit. Leurs camarades GI les appellent des pistolets à rayons Buck Rogers. Leur impact résonnera bien au-delà du rivage. Les racines se trouvent dans les jungles plongées dans le noir de Guadalcanal et de Nouvelle-Guinée, où l'infiltration japonaise transformait la nuit en terreur. De petites équipes, avec des fusils Arisaka et des grenades, se faufilaient à travers les lignes, coupaient les fils et poignardaient des sentinelles. On les entendait là-dehors. Un froissement, une brindille qui craque. Et rien sur quoi tirer, se souvenait un fantassin. La réponse de l'armée se forme à Fort-Belvoir. Donner à un fantassin une vision nocturne artificielle. Les ingénieurs marient 3 idées existantes. Un projecteur infrarouge filtré aux longueurs d'onde invisibles. Un convertisseur d'images électroniques qui dessine une image verte. Et une alimentation en sac à dos qui élève une batterie de 6 volts à des milliers de volts pour le tube. Le résultat, le T-120 Sniper Scope, atteignait environ 70 yards. Ils l'ont monté sur la carabine M1, légère et maniable. Les M1 Garand lourds et les pistolets mitrailleurs peu précis convenaient mal. Le faible recul de la carabine et son format compact étaient idéaux. Un boîtier de culasse à montage intégré donna naissance à la carabine T3. Plus tard, l'ensemble standardisé fut appelé carabine M3. Beaucoup d'ensembles furent montés sur la M2 à tir sélectif. L'ensemble complet comprenait la lunette, la lampe, les câbles, le transformateur et une batterie au plomb de 6 volts. Le tout pesait environ 34 livres. Les opérateurs travaillaient à 2 ou à 3. Un tireur, un homme chargé des batteries, avec des batteries de rechange. Parfois, un éclaireur de sécurité. Au printemps 1945, environ 1700 lunettes avaient été fabriquées. Environ 150 ensembles étaient destinés à Okinawa. D'autres combattaient aux Philippines. L'entraînement était essentiel. L'image verte offrait une faible profondeur de champ et un champ de vision étroit. Les broussailles agitées par le vent ressemblaient dangereusement à des hommes. Les équipes s'entraînaient à suivre des cibles, à estimer la distance dans l'obscurité, à se coordonner avec les unités voisines pour éviter le tir fratricide. Ils apprenaient aussi les limites. La pluie et le brouillard dispersaient la lumière infrarouge. L'humidité encrassait l'électronique. Le tube gourmand vidait les batteries en quelques heures. En face, se tenait la 32e armée japonaise, sous le commandement du lieutenant-général Mitsuru Ushijima. Retranchée dans un réseau en nid d'abeilles de grottes et de positions en contrepente, comptant sur la nuit pour punir les périmètres américains. Le 6 avril, tandis que de petites équipes d'infiltration rampaient en avant avec des grenades et des charges à sac, les nouvelles optiques effaçaient l'allié le plus ancien de l'assaillant. Le soldat de première classe Robert Shun, de la 96e division d'infanterie, était couché derrière une carabine T3. Il scrutait un monde vert pâle. 3 silhouettes apparurent dans l'herbe. Elles se rapprochaient. Il a attendu jusqu'à ce qu'ils entrent dans son secteur de tir. L'un s'est levé pour faire signe. Chun a appuyé sur la détente. Le cache-flamme T-23 a masqué l'éclair de bouche. Dans la lunette, il a vu l'homme tomber. Puis les autres. De l'autre côté des lignes, les mêmes scènes se jouaient. Des silhouettes fantomatiques. Un claquement bref. Puis, le silence. Le changement a été immédiat et psychologique. Des hommes qui redoutaient la nuit depuis des années l'ont soudain fait leur. C'était comme regarder un film, se souvenait un chef de groupe. Ces silhouettes vertes, persuadées d'être invisibles. On tirait et ils tombaient aussitôt. La rumeur a couru sur des tueurs fantômes
et le trafic radio japonais a révélé la confusion. Des rumeurs parlaient d'Américains aux yeux de diable et à la précision inquiétante. Un sergent capturé a dit simplement ceci: « Nous nous déplacions comme nous nous sommes toujours déplacés. » Mais les Américains pouvaient nous voir. Les comptes rendus d'après-combat ont attribué un impact disproportionné aux carabines infrarouges. Au cours de la première semaine de la campagne, environ 150 ensembles ont été signalés. Ils auraient représenté environ 30% des pertes japonaises dues aux tirs de fusils et de carabines de nuit. Une part stupéfiante pour une poignée d'armes au milieu d'une force d'invasion de plus de 180 000. Même en lisant ces chiffres avec prudence, l'effet tactique était évident. L'infiltration de nuit, autrefois un outil fiable des Japonais, est devenue un pari coûteux. Les systèmes n'étaient pas magiques. Un grain pouvait faire disparaître l'image. Le câble se coinçait. Le poids des batteries ralentissait le repositionnement. Les équipes apprenaient à tirer, à se déplacer et à désigner des cibles pour les mortiers et l'artillerie quand des groupes ennemis plus importants apparaissaient dans leurs optiques. Elles devenaient des points d'alerte précoces, autant que des tireurs d'élite. Elles multipliaient la force de compagnie de fusiliers ordinaires. Les planificateurs ont pris note. À mesure que les concepts pour l'opération Downfall prenaient forme, des milliers d'autres ensembles étaient prévus pour couvrir les têtes de pont et les approches urbaines. Autrement, l'obscurité aurait favorisé les défenseurs. Les chaînes de production montaient déjà en cadence. À la fin de la guerre, environ 1900 carabines T3M3 existaient, avec des pièces de rechange et des améliorations en commande. La capitulation du Japon a stoppé l'expansion, mais pas l'idée. De ces premiers dispositifs, dits Buck Rogers, découle une lignée directe vers les équipements modernes de vision nocturne. Les tubes d'aujourd'hui sont plus légers, plus nets, avec une portée plus longue. Mais la logique ne change pas. Transformer une lumière invisible en image visible et rendre l'obscurité sans importance tactique. À Okinawa, pour la première fois, un fusilier pouvait regarder dans la nuit, voir un être humain qui ne pouvait pas le voir, et décider l'issue du combat. Dans cette lueur verte et spectrale, le sanctuaire de l'obscurité disparaissait. Avec lui, une tactique qui avait hanté les soldats américains à travers le Pacifique.